Bonjour Vincent, Bonjour Olivier, comment ça va? ça va, en forme et prêt pour un nouvel épisode du Fougou. Alors avant de débuter, je voulais apporter une petite précision pour les auditeurs qui nous ont posé la question, à savoir pourquoi le premier épisode était nommé 0.3. En fait, on avait enregistré deux autres épisodes qui ont été plus des essais et puis qu'on a finalement décidé d'abandonner. C'est pourquoi on a cette version 0.3. Et c'est aussi pour ça que vous entendrez Vincent parler de nouvel habillage alors que vous n'avez pas forcément entendu un épisode avant. C'était la petite explication à ce 0.3. Et puis il y avait aussi l'idée que c'était un épisode de test. C'était notre premier test de podcast ensemble, puisque c'était la première fois, même si on s'y est repris à 3 fois, c'était la première fois qu'on enregistrait un podcast ensemble. Donc on voulait voir si ça allait plaire, si ça allait vous plaire. Et étant donné les retours qu'on a eus, je pense qu'on peut dire qu'on est très content de faire un deuxième épisode, qui aura donc pour le numéro 2, sachant qu'il n'y a pas eu de numéro 1 et qu'il y a eu un numéro 0.3. Maintenant que les présentations sont faites, je te propose de commencer par notre premier article, notre première revue magique. Alors, il s'agit pas d'un clown qui fait peur avec un gros ballon rouge, mais il s'agit d'un succès et dans les deux cas, on peut parler de hit. En effet, Hit de Luc Germet, que je vous propose de vous résumer en quelques mots. Un résumé relativement simple et en même temps pour tous les gens qui ont vu la bande-annonce de Hit, vous allez facilement reconnaître. C'est un tour qui se base sur l'univers du blackjack et qui propose à un spectateur de vivre une expérience où le mentaliste, puisque c'est plutôt un tour de mentalisme qu'un tour de cartes, le mentaliste propose à un spectateur d'essayer de choisir parmi deux propositions de main de blackjack qu'il ne connaît pas, et à chaque fois, le mentaliste peut prédire l'issue du choix du spectateur à l'avance. Donc il peut prédire qu'il va toujours perdre ou toujours gagner. En l'occurrence, tout est dans les mains du mentaliste et c'est une expérience de manipulation finalement ou d'influence. Chacun choisira comment il se positionne dans l'univers du blackjack. En ce qui me concerne, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était cette bande-annonce. Parce que c'est assez rare pour le noter, elle est complète. Oui, c'est une routine complète qui est montrée. On voit toutes les phases, il n'y a pas de coupure. D'ailleurs, c'est très très fidèle à ce qu'on a après, puisqu'on retrouve exactement la même vidéo dans la vidéo d'explication, qui est la vidéo de démonstration. Et effectivement, c'est une routine qui est intéressante parce qu'en plus, elle s'installe sur un temps relativement long. Il y a plusieurs phases, on est sur 5 phases de mémoire, qui pourraient paraître répétitives, mais pourtant qui, grâce au script, grâce à la construction de la routine, est loin d'être pénible à suivre. C'est répétitif, mais pas forcément pénible, puisque l'enjeu évolue. Et vraiment, je trouve qu'il y a une intelligence dans la façon dont est construite la routine et dans la façon dont elle est enseignée aussi, qui fait de ce tour, qui peut paraître simple ou un peu simpliste, une vraie petite pépite, à mon avis, pour les gens qui s'intéressent au mécanisme qu'il y a derrière. Quand tu dis simpliste, tu veux parler de la technique, j'imagine, parce que c'est vrai que en tant que spectateur, lorsque j'ai regardé, je me suis tout de suite dit, bon, bah, le trucage, c'est ça. Et lorsque on m'en a parlé, ça s'est confirmé. En revanche, tout ce qui est derrière pour amener les choix, pour toutes les petites subtilités, les petites phrases pour faire douter le spectateur, ça, c'est loin d'être simpliste, à mon avis. Oui, c'est ce que je disais dans la simplicité, c'est la simplicité technique, c'est effectivement ce que le magicien, lui, peut envisager comme méthodologie pour y arriver. Et je pense que tous les gens qui ont vu la bande-annonce et qui ont un peu d'expérience en magie savent exactement comment ça fonctionne. Et s'ils ne le savent pas, ils ont qu'à se fier à leur première intuition et c'est exactement comme ça que ça marche. Il n'y a pas de mystère. Franchement, c'est vieux comme le monde, c'est pas dur. Il n'y a rien de révolutionnaire dans l'approche technique. C'est au moins un essai sur la psychologie du spectateur derrière, qui est fourni avec l'explication et la vidéo explicative, qui vaut au moins le prix de ce que vous payez pour le gimmick qui vous est fourni. En réalité, d'ailleurs, petit point de subtilité intéressante, Luc Germet lui-même dans la vidéo dit que le gimmick qu'il fournit, il ne l'utilise pas. Il utilise un autre gimmick qu'il apprend à fabriquer dans la vidéo et il préfère son gimmick fait main plutôt que le gimmick proposé qui est très 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 bien exécuté. Honnêtement, il y a aucun souci là-dessus. Il est très très bonne facture, mais lui préfère un gimmick plus artisanal
pour différentes raisons qu'il explique et qui s'entendent tout à fait. Et c'est vraiment pour moi la force de ce produit, c'est le download. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu acheter uniquement la vidéo de démonstration pour le prix et ne pas avoir les gimmicks, ça m'aurait largement suffi. Je pense que d'un point de vue commercial, c'était plus habile de fournir des gimmicks, même si c'est pas forcément ceux qui lui conviennent. Si tu avais donné aux clients que un download, il y aurait eu beaucoup de frustration, à mon avis. Certainement, mais honnêtement, le gimmick fabriqué maison, il prend 2 minutes à faire. Donc, a priori, tu vois, vraiment, il n'y a pas de difficulté. Mais je comprends la logique commerciale qu'il y a derrière. Il faut fournir un gimmick. Les gens aiment avoir du matériel, un matériel physique à avoir. Ça permet en plus d'avoir une jolie pochette, un joli packaging, voilà, tout ça. Mais honnêtement, le download, c'est une pépite. Enfin, moi, je ne peux pas dire autre chose. Vraiment, ça vaut le coup pour ça. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. C'est 1 heure et quelques de vidéo. Et c'est vraiment super bien fait. Ce qui m'amène à une autre question, c'est l'endroit où tu vas acheter ta routine. Parce que si tu maîtrises pas l'anglais, tu passes à côté de toutes les subtilités. Alors oui, il faut maîtriser l'anglais. En tout cas, la version originale est entièrement en anglais, hein. C'est l'entretien avec Luc Germain. Et pour moi qui l'ai acheté dans une boutique, j'ai eu l'explication d'origine, celle qui est livrée dans le monde entier, qui est entièrement en anglais. Et effectivement, le choix de la boutique peut changer ça, puisque certaines boutiques françaises notamment vont délivrer la routine avec une vidéo, alors soit une vidéo qui est une explication de la routine en français, soit un sous-titrage et ou un doublage de la routine et ou des explications en français. Donc pour toi, techniquement, c'est simple, totalement satisfait, c'est quelque chose que tu nous recommandes. Ça nous mène à notre deuxième sujet qui est celui des notices. Alors les notices, d'une manière générale, que ce soit les notices papier ou les notices vidéo, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de notices en vidéo. Là, en l'occurrence, dans celle-ci, c'est qu'une notice vidéo et elle est entièrement en anglais. Donc, pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, ça nécessite potentiellement de se faire aider ou de trouver une boutique qui a bien voulu faire le travail de traduire cette vidéo ou de sous-titrer au moins cette vidéo en français. On en parlait un peu précédemment, et alors je sais pas si tu as commencé la magie comme moi au milieu des années 90, mais à cette époque-là, on n'avait pas vraiment d'internet, les vidéos en ligne, ça n'existait pas, les routines étaient toujours fournies avec une notice papier. Et c'était amusant parce que la routine, selon l'endroit où tu pouvais l'acheter, tu n'avais pas la même traduction. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On nous donne un lien et puis débrouille-toi, parce que il y a des liens qui sont sérieux avec des vidéos qui sont faites sérieusement. Et puis il y a des choses, c'est beaucoup plus limite. Ce qui m'embête, si tu veux, c'est que bien souvent, ces vidéos sont en anglais parce que c'est un marché international. Mais il reste quand même le problème de tous les gens qui parlent pas anglais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un produit qui est vendu en France, il devrait être fourni avec une notice en français. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Alors bon, la loi, elle est un petit peu compliquée parce que tu sais que le législateur, lui, fait une règle générale et il dit jamais, bah tiens, on va faire une règle pour les notices des magiciens. Non, ça n'existe pas, malheureusement. Donc, on est obligé de prendre les textes qui existent et s'appuyer sur eux pour en déterminer une certaine règle applicable à la magie. Donc, à titre d'information, on a 2 articles principaux. Donc, c'est le 1602 du Code civil qui nous explique qu'un vendeur professionnel a une obligation précontractuelle, de renseignement. Alors ça, c'est une notion sur laquelle on pourra revenir ultérieurement parce que c'est très intéressant. Donc, cette obligation précontractuelle vis-à-vis de l'acheteur, mais c'est tout ce qu'on a et c'est très vague. Et on a aussi un article, celui 111-1 du Code de la consommation, qui en résumé met à la charge du professionnel vendeur de biens avant la signature du contrat. Bon, là, en l'occurrence, quand tu achètes un article, tu signes pas de contrat, mais l'obligation d'informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien. C'est très bien, ça pose des bases comme ça, mais concrètement, ça te dit pas grand-chose. Et bien en fait, comme toujours, c'est dans la jurisprudence qu'il faut aller chercher des informations. En gros, la jurisprudence, elle impose aux fabricants et aux vendeurs de fournir des instructions, un mode d'emploi, notice d'utilisation, tu appelleras ça comme tu voudras, lorsque l'utilisation du produit est dite délicate. Là, c'est pareil, délicat, qu'est-ce qu'on entend par délicat? Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué,
mais on s'aperçoit que des choses qui paraissent très simples à certaines personnes ont été jugées par les tribunaux comme étant délicat. Ça reste très vague. On pourrait comprendre plutôt délicat dans le sens qui tu as besoin d'une certaine technicité. Est-ce que ça s'applique à la magie? Certainement. C'est-à-dire que si on te vend un jeu et que tu dois faire des manipulations sans te les expliquer, ça devient plus complexe et tu peux pas utiliser le tour comme tu le devrais. C'est évident que si on te parle de levée double, normalement, on devrait pas avoir t'expliquer parce que quand on t'informe, ça c'est le rôle des boutiques et je pense qu'elles le font très bien. Lorsque tu vas dans une boutique et que tu vois un tour, on te dit attention, ça c'est niveau débutant, attention, il faut maîtriser telle ou telle technique. Donc si tu sais pas, évidemment, généralement, tu passes à autre chose. De ce point de vue-là, on n'a pas trop de soucis, mais il y a aussi le problème de la forme. C'est-à-dire que normalement, un mode d'emploi, il doit être rédigé, donc on l'a dit, hein, en français et d'une manière claire, mais il doit être aussi accessible. Alors qu'est-ce qu'on entend par accessible? C'est sa forme. On pourrait très bien te fournir un PDF, une vidéo d'explication en français, mais qu'en est-il du client qui arrive et qui n'a pas d'ordinateur? Voilà, il achète un produit mais il peut pas voir la vidéo. Dans ce cas-là, le professionnel est obligé de lui fournir un format papier. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que il me semble que être vendeur aujourd'hui, ça se résume pas à mettre en ligne des choses. Et je trouve que le travail qui est fait par certaines boutiques de fournir des explications en français, c'est très bien, mais ça devrait pas être un argument commercial pour moi. Parce que en fait, c'est ni plus ni moins que suivre la loi et fournir à un consommateur une notice pour qu'il utilise le produit qu'il vient d'acheter. Si c'est pas un argument commercial, si c'est effectivement le respect de la loi, c'est une chose, mais en réalité, ça devient un argument commercial à partir du moment où les autres ne le font pas. Si les autres boutiques ne fournissent pas de notice en français, à ce moment-là, en tant que boutique, j'ai tout à fait le droit, et j'ai même plutôt intérêt à le préciser que moi je le fais, même si en soi, ça ne peut pas justifier, et pour le coup, c'est une réalité, ça ne peut pas justifier un surcoût. On ne peut pas faire payer les gens pour avoir une notice en français. Par contre, on a tout intérêt à le faire savoir parce que pour notamment les gens qui ne comprennent pas l'anglais, ça peut être un vrai élément de choix de la boutique à qui je vais acheter le tour pour pouvoir avoir l'intégralité des informations me permettant de réaliser la routine. Tout à fait, oui, bien sûr. Moi, je me mets à la place des boutiques et je ferai exactement la même chose. Je dirais le message qui est délivré actuellement, c'est achetez chez moi parce que vous avez les explications en français. Mais normalement, ça devrait pas être un argument. Tout le monde devrait le faire. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos auditeurs le voient bien. Lorsque tu achètes un tour, tu as juste un lien dans une petite boîte qui te renvoie vers une vidéo. Parfois, on a de la chance parce que ce sont simplement quelques manipulations, des choses extrêmement simples. On n'a pas besoin de texte. Ça parle de lui-même. Mais parfois, et notamment sur Hit, si jamais tu n'avais pas la possibilité d'accéder à toutes ces subtilités, je crois que tu perdrais beaucoup dans le produit. Je pense pas que ça soit quelque chose de vraiment nouveau. Ce que je viens de vous dire, c'est certainement pas une révélation. Et justement, transition très habile de ma part pour t'emmener sur le prochain sujet dont tu peux nous parler, Vincent. Oui, cette semaine, je voulais vous parler de Révélation de Loïc Lebel, un tour qui est sorti il y a quelques temps et qui a été réédité, qui est ressorti, qui, à mon avis, mérite un peu plus d'exposition parce que je l'ai trouvé très sympa pour deux raisons. La première, c'est que déjà, c'est quelque chose qui est très compact et qui peut être emmené partout tout le temps. Et deuxièmement, il y a un écrit, un ouvrage, alors on va me dire c'est la semaine des écrits, des ouvrages et des éléments intéressants, mais il y a un petit bouquin qui est censé nous expliquer comment faire le tour et un peu plus, qui est très très intéressant, notamment sur l'aspect du cold reading, l'aspect de la lecture à froid, l'aspect de cette discipline. Alors qu'est-ce que c'est Révélation? Parce que j'ai dit ça, mais j'ai toujours pas parlé de la routine. Révélation, c'est deux petites cartes de visite que vous recevez, qui sont des formats cartes de visite. L'une est la carte de visite d'une voyante, sur laquelle il y a un design avec des numéros, et l'autre est une carte un peu dans l'esprit d'un test psychologique avec des objets et des couleurs. La routine est simple, le spectateur choisit un objet sur la carte du test psychologique par exemple, et vous êtes capable simplement en lui demandant de voir quel est le résultat de son test psychologique, parce qu'en fonction de l'objet, ou en tout cas du dessin qu'il a choisi et de la couleur qu'il a choisi, ça va lui révéler des détails sur lui, et vous êtes capable simplement, sans lui poser aucune question, de révéler la couleur et l'objet auquel
il a décidé de penser. Si on prend le cas de l'autre carte de visite, la personne choisit un signe astrologique, en fait, soit le sien, soit celui de quelqu'un, et vous êtes capable simplement, en lui laissant regarder, parce que sur le dos des cartes, il y a des éléments en lien avec les signes astrologiques, une espèce d'horoscope, simplement en lui laissant le temps d'observer son horoscope, vous êtes capable de lui révéler quel est le signe astrologique auquel elle pense. Lorsque tu me l'as fait en ligne, il y a un petit truc qui m'a choqué, mais qui passe très bien si tu donnes la carte dans les mains du spectateur. Oui, je vois bien de quoi tu parles. En réalité, à distance, c'est très très compliqué parce qu'effectivement, si on le fait à quelqu'un à distance, pour la personne, la méthode est absolument évidente. En tout Pour un cas, magicien, en tout cas. Pour un magicien, j'entends, parce que pour un profane, il n'y aura pas de raison de plus y croire qu'autre chose, ou de plus comprendre qu'autre chose. Pour un magicien, il va comprendre la méthodologie, parce que c'est un principe qu'on a déjà pu voir autrement. Et en fait, la subtilité, c'est que en réalité, ça se fait pas à distance, ça se fait en présence de la personne. Et la personne a la carte dans les mains, elle regarde le symbole, ensuite elle lit le dos, et à aucun moment vous gardez la carte en main. En fait, tout se passe dans les mains du spectateur. Et donc, pour lui, vous n'avez pas possibilité d'obtenir d'informations, puisque tout se passe dans sa tête. À aucun moment, il ne verbalise quoi que ce soit. Il ne répond à aucune question que vous lui posez, et vous pouvez immédiatement lui dire l'objet auquel il pense, enfin le dessin auquel il pense, c'est la couleur auquel il pense, ou le signe du zodiaque auquel il pense. Et c'est vrai qu'en distanciel, si je le fais en caméra, je vais être obligé de faire ce que fait le spectateur, et pour un magicien, ça va dévoiler la méthode. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est quelque chose de très simple à avoir toujours sur soi, quoi. Tu peux l'avoir effectivement dans ton portefeuille. L'avantage d'avoir les deux cartes, c'est que tu peux choisir l'univers aussi dans lequel tu te retrouves. Il y a une carte qui est une carte d'une voyante. Donc, a priori, ça peut être une carte que vous avez récupérée d'une voyante ou quoi que ce soit, mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait envie ou qui soit sensible à cet esprit de la voyance et des signes astrologiques. Et puis, il y a la carte du psychotest, test psychologique, qui est un peu plus axé, j'ai envie de dire, psychologie normale, avec les tests qu'on peut faire dans les magazines, et découvrir le lien qu'on a avec un objet ou une couleur, ce qui peut convenir à certains mentalistes plutôt qu'à d'autres, en fonction de son orientation, en fonction de ce qu'on a envie de présenter, en fonction du spectateur qu'on a en face de soi aussi, on peut le choisir. C'est vrai que les signes astrologiques, par exemple, c'est plus compliqué quand on pratique dans le cadre familial, parce que a priori, on connaît les membres de sa famille, donc on peut plus facilement connaître son signe astrologique, même si on pourrait lui demander de penser au signe astrologique de quelqu'un d'autre. Donc le psychotest marchera mieux. Il y a des gens qui sont très tournés, voyance et compagnie, donc ça peut du coup justifier le fait d'utiliser la carte de la voyance. Dans tous les cas, moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'on a cette première révélation, cette révélation de la personne pense à un signe du zodiaque ou pense à un dessin et une couleur, qui se fait vraiment sans aucune question et sans aucune manipulation de la part du mentaliste. Et tout le livre nous permet aussi de voir comment on peut ajouter à cette révélation, qui est le point central de la routine, tout un tas d'autres révélations, grâce au cold reading, grâce à un certain nombre de principes qu'on va utiliser, et qui vont nous permettre de tester nos capacités à faire ce travail, de faire du cold reading. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, et je pense que tous les mentalistes, tous les magiciens qui se sont essayés ont toujours l'appréhension de « tiens, je vais dire quelque chose, mais ça va tomber pas juste », parce que, comme toujours dans le cold reading, on ne peut pas être sûr à 100% que ce qu'on dit va marcher. Et donc, c'est un bon moyen de s'essayer à ça, tout en ayant un filet de sécurité qui est fort, c'est qu'on sait déjà la dernière révélation qu'on va faire, qui est soit le signe astrologique, soit le dessin. Et donc, je trouve que c'est un super moyen de s'entraîner à faire du cold reading, et donc de se mettre dans ce mouvement, de cette habitude de faire des suppositions, puisque c'est un peu le principe du cold reading, de faire des suppositions et de jouer avec ce système de suppositions, de jouer avec les biais du spectateur, pour arriver au final à une prédiction qui sera toujours juste. C'est vrai que dans le cold reading, on ne se sent pas toujours forcément légitime à faire ce genre de lecture. On peut avoir un petit peu mauvaise conscience, et pour passer ce cap, il faut s'entraîner, quoi.
Et là vraiment, il y a plein de bons conseils, il y a plein de systèmes, de méthodes, d'éléments qui sont proposés par Loïc dans le livret, qui sont vraiment intéressants voilà, pour se mettre le pied à l'étrier et puis tenter des choses. Et honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup d'appréhension sur ce sujet-là, du code reading. Et grâce à cet outil-là, j'ai commencé à tester des choses et de plus en plus je teste des choses et cette approche d'imaginer toujours, d'essayer d'avoir toujours une image de la personne, de ce qu'elle peut penser et de tester ça, je vois que ça paye en fait. Finalement, ça paye plus souvent que ça ne me dessert en réalité. Et j'ai pu l'expérimenter grâce à ça. Je pense que je l'aurais pas fait de manière, j'ai envie de dire, autonome. Donc un apport à la routine pour toi. Un apport à la routine et un apport, encore une fois, je trouve que c'est un apport pour l'intégralité de travail de mentalisme que je peux faire parce que, pour le coup, le code reading, tu peux l'intégrer dans n'importe quelle routine. Même dans une routine de carte ESP, tu peux imaginer faire du code reading et utiliser ça pour renforcer les révélations d'un élément qui, on le sait tous, hein, les cartes ESP, les cartes marquées, c'est pas compliqué, mais révéler une carte, c'est fort, mais révéler une carte en ayant révélé auparavant 2 ou 3 informations qui n'ont aucun rapport avec la carte, mais qu'on est censé avoir lu grâce à la carte, c'est encore plus fort. Pour les signes astrologiques, je crois que c'est une évidence, il y en a 12. Pour les autres, il y a aussi 12 signes. Pour les objets, il y a 16 signes sur les dessins. Et en ce qui concerne le prix, il me semble que les boutiques le vendent autour de 30 €, entre 30 et 35 €. Et peut-être qu'on peut l'avoir un tout petit peu moins cher en l'achetant directement sur le site de Loïc Lebel qui s'appelle Expérience Mentale, avec un S. Je sens poindre la critique, donc je te pose la question. On est sur 2 cartes, donc du matériel relativement simple, mais sur un booklet qui est de combien de pages ? On a un livre qui fait 55 pages, exactement, et D'accord. 2 cartes qui sont... alors, on pourrait dire que c'est des cartes de visite, mais c'est un peu plus que des cartes de visite. Elles sont un peu plus épaisses, du coup plus durables dans le temps que des cartes de visite standard. Il y a un travail quand même sur les cartes de design et de conception, parce qu'il y a la carte en elle-même fait le job pour vous, donc il y a un petit travail de conception derrière qui en fait des objets qui sont tout à fait légitimes. Quand je dis que c'est la carte d'une voyante, c'est vraiment une carte qu'une voyante aurait pu avoir dans son salon. Il n'y a pas de doute sur le sujet. Et la carte du psychotest ressemble vraiment à une carte qu'on pourrait trouver dans un magazine. Ces 2 cartes de bonne qualité se livraient pour une trentaine d'euros, jusqu'à 35 €. C'est quand même un rapport qualité-prix qui est assez bon. Et tout le contenu, ça justifie le prix. Je suis entièrement satisfait de ce produit-là. Ça vaut les 30 € que je les ai payés. Et pour tous les magiciens débutants, ça marche aussi. Ça marche aussi pour des débutants. C'est pas techniquement, il y a rien. Il y a pas de technique à apprendre. Il faut le plus dur, c'est pour la partie révélation des signes du zodiaque. Il faut apprendre les signes du zodiaque et l'ordre des signes du zodiaque. Voilà. Si vous êtes capable d'apprendre l'ordre des 12 signes du zodiaque, vous pourrez faire cette carte-là. Et l'autre, il n'y a même pas besoin. Donc, il n'y a besoin de rien apprendre du tout. J'imagine que tu t'es tourné sur la seconde. Je suis pas très fan des révélations de signes du zodiaque, mais oui, je me suis tourné sur la révélation du psychotest plutôt. Ouais. Ok, bah écoute, merci pour cette petite découverte à ceux qui l'auraient loupé. Et puis je te propose qu'on passe à un autre produit, un produit que je ne connais pas et que tu voulais présenter. Il me semble que ça s'appelle Insider et c'est de Marc Aubron. Insider, oui. Alors là, on est plus sur une routine, mais on est surtout sur le matériel. C'est un gimmick, un accessoire. Alors le pic, j'imagine que vous savez tous, mais au cas où, c'est le fait de voler une information. Et cet accessoire est présenté comme l'accessoire ultime, l'accessoire dont a priori on pourrait ne plus se passer. Alors de quoi s'agit-il ? On a un petit paquet de cartes, c'est un peu plus grand que des cartes de visite, et toutes les cartes ont des lignes en fait, pour pouvoir écrire des informations, ce qui se justifie très bien, parce que là non plus je vais pas faire une grande révélation, mais sur ce genre de matériel, on a besoin que les gens écrivent à des endroits bien précis. Donc ça se justifie très bien. Vous sortez une carte. Pour ce faire, vous avez un petit élastique. Moi, je conseille de le retirer. Vous donnez la carte, la personne inscrit son ou ses informations. Vous remettez face cachée, donc vous voyez absolument pas. Et dans un mouvement très naturel, vous avez pris l'information
Par exemple, dans le mouvement de remettre l'élastique, vous avez déjà volé l'information. Contrairement à d'autres accessoires qu'on pourrait utiliser en mentalisme, là, on reste dans quelque chose de naturel parce que ce sont les mêmes cartes que tu as utilisées pour demander à ton spectateur d'inscrire l'information. Est-ce que c'est l'accessoire ultime? Je suis pas tout à fait convaincu. Alors, je vais m'expliquer. Bon, d'abord, il faut dire quelques mots sur la vidéo. On vous explique 5 façons de voler l'information. Je ne vais pas m'attarder sur les 5 manières de prendre l'information. Moi, il me semble que le fait de prendre l'information avant de mettre l'élastique, ça vous permet de pas avoir de bruit suspect. Parce que si vous volez l'information au moment où vous avez l'élastique autour des cartes, à ce moment-là, il y a un bruit qui peut se faire entendre et qui, moi, en ce qui me concerne, me dérange. Moi, je vois un, voire deux problèmes en fait avec ce produit-là. Donc, j'ai regardé juste la bande-annonce et puis lu quelques informations. Le premier problème que je vois, c'est que, en gros, Mark O'Brien a créé son gimmick autour de cartes de type index anglaise, qui sont ces cartes lignées avec des lignes bleues pour écrire. C'est un stock. C'est un stock de papier au sens, c'est un format de papier et un grammage de papier qui n'existe pas chez nous. Ce qui veut donc dire qu'on risque d'être tributaire de l'achat de papier à l'étranger et ou d'acheter des recharges directement auprès de lui pour avoir le bon type de papier, puisque de ce que j'ai compris, le gimmick est conçu avec un habillage qui permet de le rendre invisible à ce type de stock. Donc je me dis, premier point, ça veut dire qu'en termes de recharge, il faut que je prévois ça, vu que je vais faire utiliser des feuilles régulièrement pour piquer des informations. Et le deuxième élément, mais c'est toujours un peu, c'est la même chose pour tous les outils de pique, hein, c'est comment je justifie le fait de prendre une feuille, de la donner à écrire et de la récupérer pour la remettre avec mes autres feuilles. Alors pour répondre à ta première question, en ce qui concerne le papier, effectivement, moi ça m'a pas trop choqué si tu veux, parce que c'est pas quelque chose que j'avais vu. Je suis pas persuadé que les spectateurs se posent cette question. Le format, alors ça devient plus compliqué parce que si tu veux te refaire les mêmes, il faudrait que ça soit découpé. Effectivement, la solution la plus simple, faire les lignes, en soi, ça doit pas être très compliqué. Par contre, avoir la taille exacte, oui, là, ça devient plus problématique. Alors évidemment, je te cache pas que les recharges vont arriver. Alors les recharges, c'est une dizaine de livres sur le site du créateur et tu as 80 cartes. Ça reste raisonnable, mais c'est vrai que c'est un coût supplémentaire parce que l'accessoire, alors il est fourni, je ne me souviens plus de tête, mais tu es sur 70 euros. Et voilà, et on a une soixantaine de cartes. Bah, ça te permet de. Mais évidemment, étant donné la nature du gimmick, il faut prévoir au moins une vingtaine de cartes, voire même ouais, un peu plus, peut-être, je dirais même une trentaine de cartes qui doivent rester toujours avec le gimmick. Donc sur les 60 cartes que tu as au départ, il y en a 30 qui sont immobilisées pour être partie intégrante du gimmick, 30 que tu vas pouvoir Ouais. utiliser pour faire ton tour, sachant que en phase d'apprentissage, tu vas en utiliser au moins une dizaine ou une quinzaine, le temps de faire tes premiers pics, tester un peu ta rapidité, ta capacité à chorégraphier ton mouvement, construire ta routine. En gros, il te reste 15 utilisations à la fin. Allez, une vingtaine, soyons fous, d'utilisations pour 70 balles. Ça commence à faire l'outil à pic cher. Et pour la deuxième question, là, j'ai pas de réponse. Parce que tu as toutes les écoles. Est-ce qu'il faut remettre la carte dans un portefeuille? Est-ce qu'il faut la remettre dans un étui? Est-ce qu'il faut la remettre parmi les autres? Pourquoi reprendre la carte pour la déchirer? Pourquoi reprendre la carte pour la brûler? Là, j'ai envie de te dire que c'est plus subjectif et que ça dépend de ton style. Alors ça dépend du style de chacun. Je pense que c'est bien de savoir que ça se pose comme question et qu'il va falloir la résoudre avant de présenter ce tour-là. J'ai une routine dont on n'a jamais parlé, mais que j'adore, qui est AOK, donc Art of Knowing de Loïs Leval, où on utilise une méthode similaire.
Enfin, on utilise en tout cas le fait de remettre une carte dans une pile de cartes. J'adore son travail sur le sujet, mais j'avoue que je reste bloqué sur cette idée de pourquoi est-ce que je remets une carte écrite par un spectateur dans une pile de cartes blanches. Là, je sais pas. C'est vrai, j'ai envie de te dire que une des justifications, ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit, c'est de... Alors là, ce serait plutôt en condition de close-up, et je trouve que cet accessoire, justement, est pas fait pour le close-up, donc c'est un petit peu paradoxal. Mais en condition de close-up, tu pourrais dire, bon, ben, écoutez, pour vous libérer les mains, remettez la carte, tu la donnes, tu la remets dans le paquet, et au moment où tu prends l'information, tu peux vraiment diriger les mains vers le spectateur, parce que la seule chose qu'il va voir, c'est ton paquet de cartes, quoi. Il n'y a vraiment rien à voir. Tu peux même pas imaginer qu'il est possible de prendre l'information d'une carte qui est vraiment au milieu. Et pourquoi je te dis que c'est un petit peu paradoxal? Parce que moi, en condition de close-up, ça me plaît pas trop. Je préférerais peut-être pour du salon de la scène quelque chose de plus grand. Ça se justifierait plus. Parce que quand on me dit oui, ça se justifie, je me vois pas sortir un paquet qui représente à peu près une cinquantaine de cartes pour un spectateur. Autant, et là je te rejoins, autant prendre un portefeuille, parce que sur 70 euros, on peut trouver un très bon portefeuille à pic, et qui sera en plus plus polyvalent. Si je te fais choisir une carte et qu'on la remettait, je pourrais voler cette information. Si je te demande un billet et que pour telle raison je le remets dans le portefeuille et j'essaie de lire le numéro de série, je pourrais le faire. Il y a plein de choses que tu peux faire avec un portefeuille que tu peux pas faire avec le Gimmick Insider. Ça se justifierait pour moi pour une personne qui serait sur scène, qui aurait besoin de distribuer beaucoup de cartons. Mais en condition de close-up, je me vois pas du tout avec ce gimmick-là. Et encore une fois, il n'est pas très polyvalent. La qualité, je pense que le gimmick, alors il faudrait le tester sur une longue période. Je pense que le gimmick va pas casser, mais est-ce qu'il est inusable? Je suis pas persuadé non plus. Donc voilà, il y a tous ces arguments qui font que je suis pas complètement convaincu. Un point important, parce qu'on nous dit, oui, vous pouvez voler 6 informations. 3 informations, ça me paraît beaucoup déjà, parce que si tu veux les mémoriser rapidement, 3 informations, c'est bien. 6 informations, ça veut dire écrire petit. Retenir 6 informations rapidement, ça devient plus compliqué. Alors oui, il y a des techniques, il explique des techniques dans lesquelles tu peux prendre ton temps et mieux regarder, mais si tu perds cette instantanéité, j'allais dire, le gimmick perd aussi en force, à mon avis. On vous explique aussi, mais vous pouvez aller jusqu'à 12 informations. C'est amusant parce que pour avoir 12 informations, il faudrait que tu achètes 2 gimmicks. Les gens ne perdent pas le nord, c'est ça qui est très bien. Alors effectivement, là c'est pas mal. Là, c'est un bon pouce au crime. Acheter 2 gimmicks pour voler 12 informations et tenter de retenir 12 informations. J'ai essayé de le faire avec les 12 signes du zodiaque. Et ben, c'est pas forcément évident. Je suis toujours pas parvenu. Donc voilà, après, voilà, il y a plein de solutions alternatives. Il y a les solutions purement techniques. Donc il y a des gens qui se sentent pas à l'aise avec ça. J'en discutais avec un magicien dans une boutique. Il m'a dit, bah moi je fais un empalmage et puis voilà, hein, j'empalme et puis dans un temps mort, je prends l'information. Après, tu peux faire un switch, alors voilà, un échange puisque je vais éviter les mots anglais. Un centre déchiré, c'est moins joli que center tier. Si tu es vraiment allergique à toutes ces techniques, eh bien, il existe tout un tas de gimmicks et je ne veux pas revenir dessus parce que j'en ai vu beaucoup qui me plaisaient pas, mais il me semble que pour sa polyvalence, le portefeuille est une meilleure option. D'autant plus lorsque tu es en condition de close-up parce que ça justifie le fait de sortir une carte et de la remettre. Et souvent, maintenant, il y a des portefeuilles qui sont suffisamment bien faits pour que tu le laisses, peut-être pas dans les mains du spectateur, mais au moins sous son nez. Ah, puis j'allais oublier, il y a aussi prendre l'information au moment où elle est écrite, hein, avec un pad. Voler une information, il y a des tas et des tas de possibilités. Je pense que ça peut être une bonne conclusion pour cet article-là. Pour moi, ce que je note et que je conserve de ta présentation, c'est que c'est son manque de polyvalence. Je pense qu'il risque d'être trop restreint pour nous permettre de faire plusieurs choses, ou en tout cas suffisamment de choses. Il me semble, surtout si vous n'avez pas une utilisation intensive, je peux pas lui mettre une mauvaise note. L'idée est intéressante, je peux pas dire qu'il est bon, qu'il est mauvais. Vraiment, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Je pense qu'on arrive au bout de ce qu'on voulait vous dire cette semaine. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. En tout cas, on est toujours à l'écoute de vos retours. Donc, si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des remarques, des idées, des réflexions,
N'hésitez pas à nous le dire en commentaire du podcast, en message privé, en ce que vous voulez. On est à l'écoute de tous les retours et on espère pouvoir produire d'autres épisodes et s'améliorer à chaque fois grâce à vos retours. Donc merci à tous. Olivier, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, Vincent.